Bonsoir à tous, beaucoup de politique ce soir dans Bouge la France avec Michel Mercier, le président du groupe centriste au Sénat ici, qui sera mon invité tout à l'heure. Avec lui on parlera de la position du centre, parce que c'est de plus en plus flou, même si ici au Sénat ça se passe quand même plutôt bien. Ça, ce sera la première partie. Il restera pour une deuxième partie où là, ses camarades présidents du groupe socialiste, Jean-Pierre Bel et Nicole Borvo, qui est présidente du groupe communiste, le rejoindront pour parler de la proposition de loi socialiste sur la réforme du vote ici au Sénat. Ensuite, on continuera avec notre consultante avocate Sabine Cordès qui nous parlera et qui reviendra bien sûr sur cette affaire de mariage annulé pour cause de non-virginité. Elle nous dira en particulier que la loi est assez floue dans ce domaine. Et puis on terminera avec un palmarès qui a été publié aujourd'hui par Le Figaro sur les villes les plus efficaces en matière de police en France. Alors il y a deux choses à retenir. D'abord qu'Amiens arrive en tête et ensuite qu'à Lyon on est 2 fois plus efficace qu'à Marseille alors qu'il y a un tiers de moins de policiers. On essaiera de comprendre pourquoi avec Philippe Monronval et Jean-Marc Bailleul qui représente 2 syndicats de commissaires et d'officiers. Voilà pour l'ensemble de ça. Évidemment, on n'oublie pas Jean-Louis Gombault. Je n'allais pas le faire bien sûr. Jean-Louis Gombault qui en économie nous parlera de Nicolas Sarkozy qui lui a évoqué les pays du tiers-monde et leurs problèmes justement d'organisation en aliments. Merci d'être avec nous bien sûr. Tout de suite le journal avec Sonia Mabrouk qui est là. Bonsoir Sonia. Bonsoir, bonsoir à tous. Un sommet contre la famine quelques mois après les émeutes de la faim dans le monde. Une cinquantaine de chefs d'État, dont 2 invités très controversés, les présidents du Zimbabwe Robert Mugabe et l'Iranien Ahmadinejad, sont rassemblés depuis ce matin à Rome pour un sommet contre la faim. Objectif, trouver un plan d'action pour lutter contre la flambée des denrées alimentaires. Lise Prezac. Le rapport de la FAO est inquiétant. D'ici à 10 ans, le blé et le maïs auront augmenté de 40 à 60%, les huiles végétales de plus de 80%. Les biocarburants sont en partie responsables de cette hausse. De plus en plus de cultures sont consacrées à l'énergie au détriment de l'alimentation. Le soja, l'huile de palme, la canne à sucre, c'est cultivé dans les pays en développement, en Asie, en Amérique du Sud, bientôt en Afrique. Et là, c'est en concurrence avec des productions alimentaires. Pour enrayer la crise, il faudrait doubler la production agricole d'ici à 2050. Pour y parvenir, les pays africains devront produire plus et devenir autosuffisants, ce qu'ils seraient en mesure de faire à condition de favoriser une agriculture familiale. Il y a 30 ans, Haïti répondait à 80% à ses besoins alimentaires. Aujourd'hui, il ne répond plus qu'à 20%. Et il dépend à 80% d'importation. Donc il a la possibilité d'augmenter sa production pour atteindre à nouveau une autosuffisance beaucoup plus importante. En attendant des réformes structurelles, les associations demandent des réponses d'urgence mieux adaptées aux victimes de malnutrition. On estime qu'il n'y a que 3% des enfants qui reçoivent des traitements adéquats. C'est-à-dire qu'il y a une illustration claire du manque d'intérêt de la communauté internationale sur la malnutrition, vu le peu d'enfants traités. Même si ce n'est pas l'objectif de la conférence, la FAO espère obtenir des engagements financiers de la part des pays participants. Et puis toujours à Rome, Nicolas Sarkozy a affirmé qu'il fallait mettre le paquet sur l'agriculture des pays en voie de développement. Au passage, il a épinglé les organismes internationaux accusés d'avoir découragé les productions vivrières dans ces pays. On écoutera tout à l'heure aussi Jean-Louis Gombault qui reviendra sur ce dossier juste après le JT. Les routiers toujours étranglés par le prix du gazole, opération escargot, barrage filtrant, péage gratuit. Les professionnels de la route ont multiplié aujourd'hui les actions coup de poing. Ils ont bloqué ce matin le quartier de la Défense à Paris. Les routiers réclament un gazole moins cher et un carburant professionnel européen au même prix pour tous. Les explications de Nicolas Béard. Pas moins de 80 poids lourds et plus de 220 km de bouchons. Parti de Gennevilliers ce matin, l'opération escargot des transporteurs routiers s'est achevée devant le siège du pétrolier Total. Demain, on va à Bussy-Saint-Georges et on sera là. Même si on perd de l'argent, on sera là. Parce que vaut mieux perdre de l'argent que de perdre tout. Le litre de gazole a augmenté de 25% depuis janvier. Pour pouvoir boucler les fins de mois, les routiers demandent un allègement de leurs charges. Ils réclament également un remboursement immédiat de la détaxe de la TIPP. Ils sollicitent le gouvernement pour une fixation au niveau européen des prix des carburants. On espère très fortement de la présidence française de l'Union européenne. On a 6 mois pour faire avancer et faire valider, adopter et voter cette question du gazole professionnel au niveau européen. Il faut y arriver. C'est une question de vie ou de mort pour les entreprises françaises aujourd'hui. Le secrétaire d'État au transport a promis de présenter un amendement à la loi sur la modernisation de l'économie, un amendement qui obligerait les transporteurs à répercuter la hausse des prix du carburant sur leurs clients, déraisonnable selon eux.
En fin de compte, ça va nous faire perdre des marchés parce que les clients vont aller voir ailleurs, et ailleurs ils vont trouver des prix 30% moins chers que les nôtres. Donc en fin de compte, ce n'est pas du tout la bonne solution. C'est donc bien un bras de fer qui a débuté entre les routiers et le gouvernement. Sans nouvelle proposition, d'ici jeudi, la profession menace d'un nouveau mouvement national, cette fois-ci. Et puis on vient de l'apprendre, les deux sénateurs communistes membres de la commission Copé pour une nouvelle télévision publique, Jack Rallit et Yvan Renard, ont annoncé aujourd'hui dans un communiqué qu'ils quitteraient la commission dès demain. Météo France taille dans ses stations. À peu près 50% des centres météo seront fermés d'ici 2017. C'est ce qu'a annoncé le PDG de Météo France, Pierre-Étienne Biche. Les effectifs seront réduits d'environ 500 personnes par le non-remplacement d'un départ à la retraite sur 2, et ce, dans le cadre de la réduction des effectifs au sein de la fonction publique. À noter que le Parti communiste dénonce ces décisions. La réforme des institutions bientôt au Sénat et rien n'est encore joué. Après 2 semaines de débats et 50 heures de séance, le texte sur la réforme des institutions a été voté cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste a réussi à faire respecter la discipline de vote. En revanche, 13 députés de l'UMP ont voté contre. Le texte devrait arriver le 17 juin au Sénat où l'on peut s'attendre à de nouveaux amendements tant le débat est vif à droite comme à gauche. Pierre Bonde-Joseph. Défendu par Nicolas Sarkozy et inspiré des travaux d'Édouard Balladur, c'est un texte largement modifié par les députés qui arrivera au Sénat le 17 juin, à commencer par l'article 1er qui reconnaît désormais les langues régionales. La langue française, pour nous, est quelque chose de primordial. Je ne comprends pas qu'on essaie de mettre d'autres langues. La langue française, c'est l'unité de la République. C'est comme ça qu'elle a été créée. Et pour les Français de l'étranger, c'est plus qu'important. On a déjà mis suffisamment de temps à réaliser l'unité nationale et le français pour tous, que c'est peut-être prendre un risque que d'ouvrir cette possibilité. Donc le sujet n'est pas tranché. 3 pages plus loin, autre modification, autre article, l'article 11 qui inscrit la parité homme-femme dans la Constitution. Les avis divergent, même chez les sénatrices. Est-ce que ça doit figurer dans la Constitution? Encore une fois, je vous dis, la Constitution est bien faite et je pense que la Constitution ne doit pas être trop bavarde. L'amendement de Madame Zimmermann est bien. En même temps, j'ai quelques méfiances parce que l'égalité, elle est d'ores et déjà inscrite et on voit où on en est aujourd'hui en matière d'inégalité. Mais c'est l'article 33 qui concentre les attaques, gauche et droite unis contre l'obligation de recourir au référendum pour l'adhésion de la Turquie. C'est un amendement qui mérite d'être, je ne dirais pas amendé, mais tout simplement supprimé, c'est-à-dire revenir à la position initiale et pas de référendum, puisqu'il y a d'autres possibilités pour l'État français, pour le président, mais aussi pour le Parlement, de refuser un pays, en tout cas son entrée dans l'Union européenne. C'est inadmissible d'avoir dans la Constitution un droit qui s'applique visiblement à un pays, en tout cas à l'échelle historique, à un seul pays qui demande à entrer dans l'Europe. C'est absolument inadmissible. L'examen du texte risque d'être plus compliqué au Sénat qu'à l'Assemblée. Édouard Balladur en personne a fait le déplacement cet après-midi auprès du groupe UMP pour faire, dit-on, de la pédagogie. L'affaire de l'annulation du mariage de Lille au motif que l'épouse avait menti sur sa virginité a déclenché une véritable tempête à l'Assemblée nationale lorsque la garde des Sceaux, Rachida Dati, a vivement attaqué la gauche. Votre politique d'intégration a été un échec, a martelé la ministre de la Justice. Et puis, beaucoup de tristesse et de recueillement ce matin à Allinges, en Haute-Savoie, où 7 collégiens ont trouvé la mort, je vous le rappelle, hier, dans un tragique accident. Avant de partir à Rome, le chef de l'État Nicolas Sarkozy s'est rendu sur place et une minute de silence a été respectée au collège, où les élèves sont très bouleversés. Le chauffeur, quant à lui, le chauffeur du car scolaire, a été placé en garde à vue. Voilà, ce journal est à présent terminé. Je vous laisse en compagnie de Pierre Sled et de ses invités. Donner à manger à la planète, doubler la production alimentaire d'ici 2050, les défis à relever sont énormes. Le sommet de la FAO s'est ouvert aujourd'hui à Rome. Nicolas Sarkozy a plaidé pour un retour de l'agriculture vivrière dans les pays pauvres, une idée qui va à l'encontre des stratégies habituellement développées. Tout de suite, l'analyse de Jean-Louis Gombaud, c'est dans Bouge la France. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir Pierre. Alors, Nicolas Sarkozy a donc déclaré aujourd'hui à la FAO que les organisations internationales avaient commis une erreur stratégique en décourageant les pays du tiers-monde à développer leur propre alimentation. Donc, ça c'est un constat. C'est vrai que c'est une attaque assez forte, assez virulente. C'est quoi l'erreur? L'erreur, on dit que c'est une erreur maintenant, parce qu'en fait, il fallait le dire avant. Le problème, c'est qu'effectivement, on a, disons, proposé un deal à ces pays du tiers-monde en leur disant, écoutez, votre agriculture vivrière, celle que les produits que vous mangez, est sous-compétitive. Évidemment, petit lopin de terre dans la plupart des cas, des terres qui n'étaient pas très productives, alors que nous, on peut vous vendre du céréales extrêmement bon marché. Laissez tomber votre agriculture vivrière au lieu de et arrêtez de la subventionner et achetez donc notre blé, notre maïs, nos céréales, si bon marché. Et c'est ce qui s'est passé. Alors les pays disaient, mais enfin, vous subventionnez bien votre agriculture, alors pourquoi vous nous freinez les subventions à la nôtre? Oui, mais nous, on n'est pas endettés vis-à-vis de vous, nous, on a de l'argent, on n'est pas ruinés, donc c'est pas un problème. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ces gens ont tout simplement abandonné, et ceci a grossi les villes parce que les paysans sans terre étaient ruinés, sont venus s'agglutiner dans les villes. Et tout le monde en a profité, parce que on dit les organisations internationales, oui, mais la France était aussi très contente de vendre son blé pour faire du pain au Sénégal, un pays qui n'avait jamais mangé de pain, mais pas seulement les pays développés comme les États-Unis ou les Européens, les Thaïlandais aussi. Les Thaïlandais qui vendaient des brisures de riz aux Malgaches, du riz extrêmement bon marché, les Malgaches ont abandonné leur propre riziculture. Donc c'est cette situation-là que dénonçait aujourd'hui M. Sarkozy au congrès de la FAO. Mais on s'est aperçu il y a combien de temps de cette erreur? Pourquoi on n'en parle qu'aujourd'hui? Alors justement parce que ça a fonctionné en réalité. Cette histoire a assez bien fonctionné pendant des années. Ça a colmaté, quoi. Oui, exactement. Ces gens ont quand même cette plèbe urbaine, il faut bien le dire, a quand même pu. Évidemment, les paysans étaient ruinés, mais elle a pu manger relativement bon marché. Pourquoi? Parce que la production agricole mondiale depuis plusieurs années s'accroît de 2% par an. La population mondiale s'accroît d'1,6% par an. Donc il y avait de quoi manger, et donc ça ne posait pas énormément de problèmes. Il y a évidemment beaucoup de gens qui avaient faim. On compte aujourd'hui 850 millions de personnes qui souffrent de faim dans le monde, mais globalement, on pouvait manger. Puis c'est passé deux choses. La première chose, c'est l'émergence de la Chine. La Chine a commencé, elle aussi, à devenir importatrice de produits agricoles. Depuis 4-5 ans, elle importe ce qui n'était jamais arrivé dans son histoire. Et elle importe notamment de la viande. Or, pour faire 1 kilo de viande, il faut 7 kilos de céréales. Donc, ces gens-là ont consommé beaucoup de céréales pour manger des céréales, et également pour manger de la viande parce qu'ils s'enrichissaient. Deuxième aspect, à ce même moment, il y a eu un certain nombre de problèmes climatiques qui sont produits sur la terre, et au lieu d'augmenter la production agricole, elle a baissé. Depuis 3-4 ans, il y a une baisse de la production alimentaire mondiale de 10%. Donc coincé entre ces deux aspects, la mécanique qui marchait plutôt bien, elle s'est complètement enrayée et les prix ont flambé. C'est à quoi nous assistons depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Bon, la mécanique est abîmée. On a fait une erreur. Comment on peut récupérer le coup maintenant? Alors le problème, c'est qu'effectivement aujourd'hui, on compte 850 millions de gens qui ont faim. À la FAO, on a chiffré dans une dizaine d'années, on dit qu'on sera 1,250 milliard. Alors là, ça deviendra un vrai problème géopolitique. Alors, on a déjà résolu des problèmes de famine dans le monde. Rappelez-vous, quand on était enfant, on regardait les premières images de télé, on voyait ces gosses indiens avec les ventres ballonnés. On a déjà connu des situations de crise alimentaire extrêmement graves, et on a pu les résoudre avec des révolutions vertes. Alors ça a supposé une révolution génétique. Alors il en a parlé aujourd'hui, M. Sarkozy, mais aujourd'hui il y a un grand débat sur les OGM. On n'est pas tous d'accord là-dessus. On est un petit peu bloqué là-dessus. On est un peu bloqué là-dessus. Donc révolution génétique, réforme agraire. Là aussi, il y a des tensions dans des pays comme le Brésil ou d'autres, et réglementation commerciale. Ben non, il y a une pression encore très très forte au libre-échangisme. On n'aime pas trop les barrières douanières et les barrières commerciales. Donc tout le monde parle beaucoup de cette deuxième révolution verte à venir, mais on ne la voit. Pour l'instant, on en reste au niveau des paroles, faut bien le dire. Donc on en est réduit à espérer que la production agricole mondiale revienne comme avant, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs pour revenir à la mécanique d'emploi. Mais ça va pas se faire en 2 jours. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup Jean-Louis. On va entrer maintenant dans une grande phase politique avec dans un premier temps Michel Mercier, le président du groupe Centriste qui nous rejoint.
Qu'est-ce que le centre dans l'échiquier politique? La réponse à cette question est forcément fort délicate. UDF, Modem, Nouveau Centre. On s'y perd un peu dans les appellations et les idées. Michel Mercier préside au Sénat le groupe centriste. Il s'explique ce soir sur sa vision du centre et sur ce qui fait la cohérence et les différences des 33 membres de son groupe sénatorial. Entretien avec Michel Mercier, c'est tout de suite dans Bouge la France. Bonsoir Michel Mercier, merci d'être avec nous. C'est vrai que l'avantage avec le centre, c'est un feuilleton avec épisode. On en parle souvent. Et là, on a toujours un petit peu de mal à définir ce qu'est le centre, ce que sont les centres. Parce que là, maintenant, il y a pas un centre, il y a plusieurs centres. Vous pouvez les énumérer? Pas du tout. Je pense qu'il y a un centre avec des valeurs, avec des idées, qui peut avoir des expressions diverses à la suite des événements politiques. Parce que si le centre, aujourd'hui, peut avoir des expressions, 2 ou 3 expressions diverses, c'est aussi parce que le système politique dans lequel on vit, depuis 1958 et plus encore depuis 1962, est un système qui comprime considérablement ce centre pour le faire éclater, pour le faire disparaître, pour avoir un système bipartisan. Auquel nous essayons de résister. Oui, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver une compatibilité entre François Bayrou, par exemple, le Nouveau Centre. D'ailleurs, qui est compatible avec François Bayrou aujourd'hui sur l'échiquier politique? Je ne crois pas que ce soit des questions de personne. Si vous voulez, c'est pas ce que disent les socialistes, c'est pas ce que disent les UMP. Non, mais que les UMP, les socialistes, disent pas du centre ce que je dis moi, c'est assez normal. Et ça ne devrait pas vous étonner, d'ailleurs. Les deux, d'ailleurs, nous aiment beaucoup. Les socialistes et les UMP nous aiment, mais alors ils nous aiment en 1000 morceaux. Et ce qu'ils aimeraient, c'est un morceau nouveau tous les matins. Alors, il peut y avoir des morceaux. Non, en 1000 morceaux, vous êtes moins fort? Comment? En 1000 morceaux, vous êtes moins fort? Ah ben, on est forcément moins fort en 1000 morceaux qu'en un morceau. Ouais. Donc c'est un petit peu le cas quand même en ce moment. C'est un peu le cas. C'est vrai que le lendemain de l'élection présidentielle est un lendemain dur pour le centre. À la fois jamais on était aussi haut. Et François Bayrou a apporté au centre un espoir vrai. Et puis le système politique français a repris le dessus le lendemain. Si vous n'êtes pas dans les 2 premiers pour l'élection présidentielle, vous n'êtes rien, même si vous êtes à 18%. Eh bien, c'est un peu ça. Le seul petit problème, c'est que ces 18% de Français, ils existent. Et qu'ils ont senti, en tous les cas, ce dont ils avaient envie, porté par François Bayrou. Mais ils ont été un petit peu désorientés depuis, parce que les stratégies changeantes ont fait que ces 18% sont un petit peu partis dans la nature. Tout à fait, il y a des vrais problèmes, des problèmes d'alliance, tout simplement. Alors, les problèmes d'alliance, c'est très difficile. Il y a des choix à faire, et puis, on confond trop souvent, dans notre pays, des coalitions et des alliances. Moi, je suis très partisan des coalitions. Parce que une coalition, c'est quoi? Ça veut dire que personne soit tout seul la majorité, que chacun a sa personnalité, ses idées, la façon dont il voit l'avenir de notre pays, et que pour un temps donné, un mandat législatif, par exemple, eh bien, il a accepté de travailler avec d'autres sur des buts bien déterminés. Mais pas beaucoup d'autres, parce qu'on sait ce que ça donne, les coalitions, quand on est 4, 5, 6 partis. On a vu en Italie, on a vu en Allemagne, c'est compliqué. Il n'y a pas 4, 5, 6 partis en France. Non, mais en ce moment, au centre, il y a 4, 5, 6 tendances, peut-être. Non, mais c'est vous qui racontez ça. C'est tout à fait faux. Et il y a un centre un peu fracassé, après les législatives et après les municipales, parce que le système électoral a pour but de fracasser le centre. D'abord, faut bien le voir. Les 2 principaux partis n'ont qu'une envie, c'est de venir prendre des électeurs au centre. D'accord. Mais vous-même, vous avez suivi, c'est bien normal, François Bayrou, dans l'épopée présidentielle, on va dire. Vous étiez très modem. Ensuite, on a cru comprendre que vous étiez un petit peu désolidarisé de cet axe. Et alors maintenant, vous êtes où? Parce que vous réussissez quand même l'exploit, ici au Sénat, d'avoir un groupe très homogène, finalement. Il a complètement explosé à l'Assemblée. Ici au Sénat, il reste compact. C'est quoi votre secret? J'essaye. D'abord, c'est mon rôle de président. C'est vrai, il y en a qui n'arrivent pas. Vous avez réussi. De faire vivre ensemble des centristes qui sont d'accord sur l'essentiel et qui peuvent avoir des divergences. À un moment donné. Alors, expliquez-nous comment vous faites, vous, ici au Sénat, pour les rassembler sur l'essentiel, alors qu'à l'Assemblée, ils n'y arrivent pas. Parce que j'évacue les questions qui font trop de problèmes. et notamment, moi, je suis très clair. Il y a des questions de personnes. C'est évident. Ces questions-là doivent être mises à part. Alors, moi, je suis pas centriste parce qu'il y a François Bayrou ou parce qu'il y a Jean Le Canuet.
et j'ai connu les deux. François Bayrou est un ami, et comme c'est un ami, on peut être en désaccord. Moi, je pense que le centre doit dire très clairement avec qui il s'allie avant les élections, pas en plein milieu, et que ça nous a posé des graves problèmes, notamment au municipal. Je souhaite donc travailler à ce que le système politique de notre pays nous permette de nous exprimer et de le faire avec clarté le plus tôt possible. D'accord, mais il y a des sénateurs comme Pierre Fauchon, par exemple, qui demandent depuis les élections municipales que le centre, ça y est, clarifie sa position. On a tenu différentes orientations pendant les élections, maintenant que c'est fini, ayons un cap, c'est ce qu'ils demandent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je crois qu'on est tous d'accord pour qu'il y ait un cap. Oui, mais c'est lequel le cap? C'est celui de François Bayrou, celui du nouveau centre? Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, il y en a beaucoup. Moi, je vais vous poser une question. Quelle différence vous faites entre ce que défend François Bayrou et ce que défend le nouveau centre? Ah ben ça, on aimerait bien le savoir. Eh bien, écoutez, ne créez pas des différences qui n'existent pas. Il peut y avoir... Si, je peux vous en donner une claire. Une claire, donnez-la donc, puisque je vous pose la question. Ah ben voilà, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Une claire, c'est que le nouveau centre est prêt à contribuer au gouvernement, alors que François Bayrou, non. Ça, c'est une différence notoire. Oui, d'abord, le pauvre, il est tout seul, donc il n'arrivera jamais à faire à lui tout seul un gouvernement. Donc il faut en avoir pleinement conscience. Moi, je crois que c'est vrai qu'il y a des différences. C'est vrai qu'il y a aussi des valeurs et un socle commun. Tous les centristes souhaitent être indépendants. Ça ne veut pas dire qu'ils souhaitent être contre tout le monde. Ils souhaitent être indépendants, pouvoir très clairement affirmer ce à quoi ils croient, leur modèle politique, leur modèle de société, la construction de l'Europe. Alors, il y a des points sur lesquels ils sont proches d'autres partis politiques et conclure avec eux une alliance. Ce qui est le cas avec le nouveau centre et le gouvernement et l'UMP de manière générale actuellement. Ce qui est le cas pour le nouveau centre et l'UMP. Mais j'observe par exemple qu'aujourd'hui, le quart du nouveau centre n'a pas voté la loi de révision constitutionnelle. Donc il n'y a pas, comme vous sembliez de laisser dire... j'ai pas dit que c'était une politique suiviste, hein, j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y en avait un à part. Il y a aussi au nouveau centre une vraie envie d'être indépendant et de faire passer leurs idées, leurs accords, et qu'on essaie, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est depuis la Ve République, d'avoir des accords, des accords clairs, sur des points clairs, et qu'on a beaucoup de peine à faire avancer les choses. Ici au Sénat, on essaie de définir aussi les buts qui sont les nôtres, hein, qui sont sur l'Europe, qui sont sur le fonctionnement des institutions, qui sont demain sur la modernisation de l'économie. On essaye d'avoir des buts et de les exprimer le plus en amont possible, clairement. Et d'essayer de les réaliser. Alors comment vous prenez... C'est ce qui nous réunit, en tant que les 30 sénateurs de l'Union centriste, c'est ce qui les réunit. C'est parce qu'ils expriment clairement des valeurs similaires, même si, par ailleurs, certains sont plus proches du MoDem, d'autres plus proches du Nouveau Centre, d'autres entre les deux, et attendent l'occasion de réunir tout le monde. Mais Michel Mercier, vous n'avez pas, vous avez bien noté qu'il y a eu un petit changement au niveau du Parti Socialiste aujourd'hui, c'est qu'il y a une tendance qui se dégage en vue de la préparation du Congrès, c'est que de plus en plus de membres éminents du Parti Socialiste disent il faut faire alliance quelque part avec le centre. Il n'y a que comme ça, c'est en allant vers le centre qu'on va s'en sortir, qu'on va recréer une dynamique, etc. C'est une donnée nouvelle. Comment vous prenez cette donnée nouvelle? Alors, moi, je la prends avec intérêt. Parce que c'est la remise en cause de l'union de la gauche, quelque part, qui a été la loi du Parti Socialiste depuis 1962 à peu près. C'est-à-dire depuis au moins 1962, c'est cette loi-là, c'est à gauche toute, pas d'ennemis à gauche, et c'est l'union de la gauche. C'est la FGDS de François Mitterrand, c'est ensuite 1981, etc. Si aujourd'hui, le Parti Socialiste ou une partie du Parti Socialiste s'annonce clairement social-démocrate. C'est-à-dire se désolidarise du Parti communiste en particulier? Moi, je vois pas bien. Les socialistes sont des gens de gouvernement. Ils ont la solidarité, et ils ont la solidarité comme objectif, c'est vrai, et ils n'ont pas grand-chose à voir avec M. Besancenot. Certes. Donc, aujourd'hui, ils ont le choix. Soit de vouloir être encore à gauche, et donc c'est assez commode pour vous finalement, parce que dans les échéances électorales qui seront celles de 2012, etc., vous allez pouvoir choisir votre partenaire en quelque sorte, si vous ouvrez la porte des deux côtés. Rien n'est commode, hein, parce que les choix sont difficiles. On a bien vu, ce qui nous a toujours séparés des socialistes, c'est notamment le rôle de l'État dans l'économie, alors que nous sommes plutôt pour une économie de marché.
Donc ça, c'est une séparation vraie, profonde, mais j'observe aussi qu'il y a des évolutions de partout. Et je crois que, et c'est l'un des apports probablement de la présidence de Nicolas Sarkozy, c'est que tout a bougé. Ça a bougé, ça a craqué, les vieilles limites se craquellent. Il va y avoir des redistributions, et il faut que le centre soit prêt à jouer son rôle, à porter ses valeurs dans cette redistribution. C'est bien que tout ait bougé. Quelle analyse faites-vous de cette première année de Nicolas Sarkozy? Je pense que, si vous voulez, d'abord c'est bien que tout ait bougé parce que on avait un pays qui finissait par s'endormir un peu, s'assoupir, et puis il y avait des choses. Bon, c'était là depuis toujours. On disait il n'y a pas de raison puisque c'est comme ça que ça change. Il y avait beaucoup de raisons pour que ça change. Alors ça change. Pas dire que tout change en bien, forcément, mais c'est déjà bien de changer. Et qu'il y a des choses tabous qui sont plus tabous. D'accord. Mais sur sa politique, Nicolas Sarkozy, 1 an, c'est bien, c'est pas bien? On va pas faire un bilan comme ça, bien c'est pas non, bien. C'est plutôt positif, c'est plutôt dans le bon sens. Je pense que c'est plutôt positif dans tout ce qui a été mis en œuvre comme changement. Et sur les tabous qui ont été mis en œuvre. Après, on n'ira pas plus loin sur les vraies réformes s'il n'y a pas en même temps pour les Français le sentiment de la justice et de l'équité. Et il faut à tout prix... Et du pouvoir d'achat en particulier. Bien sûr, mais ça fait partie de cela. Il faut que chacun ait le sentiment que les efforts à faire, il y en a beaucoup, ils sont faits avec justice. Avez-vous vu le président de la République récemment? Récemment, oui. Oui. Vous le voyez régulièrement parce que non. Vous savez très bien qu'on a parlé de vous comme quelqu'un de très ministrable. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui vous fait toujours envie? Vous pourriez jouer un rôle? Vous avez envie de le faire? Éventuellement, si on vous le demande. Je ne sais pas du tout pour l'instant, personne ne me demande rien. Donc, je suis à ma place ici au Sénat. Et disponible donc. Avec un groupe turbulent souvent. Plein de richesses, d'hommes et de femmes divers qui ont envie de faire bouger les choses, de participer à faire, et c'est donc très passionnant. Pour le reste, on verra bien. Très bien, merci beaucoup. Voilà. On ferme ce premier volet politique et on va ouvrir un deuxième volet avec vos camarades du Sénat, des présidents des autres groupes qui vont venir vous rejoindre, et on va parler évidemment de la réforme du Sénat. La gauche qui veut plus de place au Sénat, le Parti socialiste propose de revoir le mode d'élection des sénateurs pour rendre la Haute Assemblée plus représentative des territoires. Un texte en ce sens sera examiné ici dès demain, mais l'UMP ne votera pas ce texte et refuse toute discussion sur ce sujet. L'UMP est donc absente ce soir du plateau de Bouge la France. Autour de Pierre Slett, Nicole Borvo-Cohen-Seat, la présidente du groupe communiste au Sénat, Michel Mercier, donc le président des centristes de la Haute Assemblée, et Jean-Pierre Bel, son homologue au groupe socialiste au Sénat. C'est lui qui est à l'origine de ce texte. Voilà, on est en train de s'organiser, on répartit les forces à droite et à gauche. Bonsoir à vous deux, Jean-Pierre Bel et Nicole Borvo. Juste, on revient sur ce qu'a dit Pierre-Henri Gergogne, l'absence des sénateurs UMP qui n'ont pas voulu participer à ce débat parce qu'ils ne voulaient pas évoquer votre projet de loi. Est-ce que vous comprenez cette attitude, cette position? Écoutez, de la part de gens qui se disent ouverts dans la réforme des institutions, qui étaient prêts au dialogue et à la concertation. Alors, ils voulaient bien parler des institutions en général, mais pas de votre projet de loi. Parce que le Sénat, ça fait pas partie des institutions. Non, c'est une attitude très claire de fermeture qui augure mal de l'avenir et notamment de la discussion sur la réforme des institutions. Vous le regrettez, Nicole Borvo, ce manque de dialogue là, sur quelque chose assez précis et qui vous concerne directement? Je crois qu'il y a un manque de dialogue total sur la réforme des institutions, parce que si réforme des institutions il y a, et moi je pense qu'il y a besoin de réformer les institutions. Il ne faudrait pas croire que ceux qui sont contre ce projet ne sont pas pour des réformes d'institutions. Je suis vraiment la première à dire qu'il y a besoin d'une réforme d'institutions, mais surtout du point de vue des citoyens, qui, je trouve, sont bien éloignés de leurs institutions, ou l'inverse, les institutions sont bien éloignées des citoyens, et là il y a beaucoup de réformes à faire. C'est pas ce qu'on nous propose, et c'est vrai que l'attitude à l'heure actuelle de la majorité est quand même peu propice à un échange vraiment de fond.
pluraliste, disons, sur l'évolution nécessaire de nos institutions. On va parler du Sénat. Vous allez nous expliquer la genèse de votre projet de loi. Juste, est-ce que tout le monde est d'accord autour de cette table que au Sénat, les choses doivent changer en ce qui concerne la représentativité, la façon dont on élit les sénateurs? Est-ce que vous êtes d'accord, Michel Mercier, avec ça aussi? Si vous faites déjà la conclusion avant qu'on ait commencé... C'est une question, j'ai posé une pointe. Ouais, je suis d'abord d'accord. Vous avez un groupe confortable, etc. Vous aurez pu ne pas être d'accord et tout pour fond bouleversement. Vous pensez me laisser parler ou si vous faites la demande de la réponse? C'est quand même un peu fort, cette histoire-là. Donc, moi, je suis d'accord pour qu'on en parle. D'accord. Parce que c'est une vraie question. Et qu'il faut, moi je suis partisan d'un Sénat qui puisse garder la plénitude du pouvoir législatif. Et je sais parfaitement que pour que le Sénat puisse conserver cette plénitude de son rôle législatif et de son rôle constitutionnel, il faut qu'il soit une assemblée parfaitement démocratique. Alors ça ne veut pas dire du tout que je suis d'accord avec les propositions de M. Bell, mais je suis d'accord pour qu'on discute de la question. Alors on va en parler justement. Et qu'on regarde les choses. En faisant d'abord peut-être Jean-Pierre Bell la genèse un petit peu de cette proposition de loi. Pourquoi on en est arrivé justement à une proposition de loi sur ce thème, donc je rappelle, de la représentativité au Sénat? Il faut quand même expliquer aux gens qui nous écoutent de quoi il s'agit. La France, c'est un pays extraordinaire. C'est un pays qui a l'habitude de faire la leçon à la terre entière, sur tous les sujets. Sur les libertés démocratiques et notamment sur la démocratie parlementaire. Eh bien, ce pays-là, il a quand même une particularité qui pourrait s'apparenter à une république bananière, c'est qu'il repose sur un régime de 2 assemblées, Assemblée nationale, Sénat, et il y a une de ces 2 assemblées dans laquelle l'alternance n'est pas possible. Vous savez, le président du Sénat, Christian Poncelet, avait dit il y a quelques mois ou quelques années, si la gauche veut être majoritaire au Sénat, eh bien qu'elle gagne les municipales. Oui. Nous avons gagné les municipales. Nous avons gagné les régionales. Nous avons gagné les départementales, les conseils généraux. Ce qui constitue la représentation du Sénat. Eh bien, malgré cela, nous ne serons majoritaires ni cette fois-ci, ni la fois suivante. Oui. Donc il y a un déni de démocratie. Vous voulez dire que l'impact des municipales a joué pour 0 dans ce... Non, on peut pas laisser dire ça. Alors c'est faux. Est-ce que je réponds sur mon projet de loi? Allez-y, déjà, est-ce que M. Mercier va le faire à ma place? Pour qu'on comprenne bien, le constat actuel, c'est que les communes... Alors, je vais faire comme le président de séance, je vais être obligé de taper du poing pour avoir le calme. Les communes sont surreprésentées par rapport aux départements et régions, c'est 96%, et c'est vrai qu'on pensait que les élections municipales pouvaient changer les choses, puisque l'élection municipale était gagnée. Et alors, pensez-vous que ça va aller changer? De quelle façon? Bien sûr, je crois que le corps électoral sénatorial s'est considérablement modifié après les élections municipales, après les élections cantonales et après les élections régionales. On va voir les premiers effets. Je ne dis pas du tout que ce corps électoral est parfait dans sa composition aujourd'hui. Moi, je suis ouvert à ce qu'il y ait des modifications. On ne peut pas avoir le même corps électoral aujourd'hui, calculé de la même façon, qu'il y a 20 ou 30 ans, parce que le pays a changé, la société française a changé, il faut en tenir compte. Mais on ne peut pas non plus demander au scrutin indirect d'avoir les mêmes effets que le scrutin direct. Sinon, il faut faire élire les sénateurs au scrutin direct, par un autre système. Alors, Jean-Pierre Bell, expliquez-nous les principales lignes de ce que vous proposez. Ça va être difficile si M. Mercier... Mais j'ai encore rien dit. Oui, non, il a pratiquement rien dit. Bon, c'est très simple. Je viens de vous expliquer qu'il y a un déni de démocratie, puisque nous sommes dans un scrutin... Alors comment vous le récupérez? Scrutin indirect, certes, mais pour lequel ce sont les conseils municipaux, les conseils généraux et les conseils régionaux qui élisent les sénateurs. Aujourd'hui, il y a une surreprésentation des communes, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus grave, mais surtout... les communes les plus peuplées sont largement défavorisées, puisque les communes qui représentent 40% de la population en France représentent au Sénat 20%. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un truc qui fasse qu'avec tout ça... En gros, ce sont les petites communes qui représentent le plus, qui sont plus représentées au Sénat. Le scrutin est complètement verrouillé au profit de la droite. Nous pourrions mettre une banderole à l'entrée du Sénat en disant « maison réservée à la droite ». C'est exactement la situation d'aujourd'hui. Donc nous faisons des propositions de modification du mode d'élection des sénateurs. Premièrement, nous demandons à ce que la proportionnelle puisse s'établir dans les départements comportant 3 sénateurs. Aujourd'hui, c'est 4 sénateurs. Aujourd'hui.
Ça a déjà été le cas. Et ça a déjà été le cas, et la droite est revenue et l'a ramené à 4. Plus de proportionnel, c'est plus de diversité. Il y a 42 départements, pour lesquels la représentation des sénateurs est totalement monocolore. Aujourd'hui, il faut de la diversité politique, il faut aussi permettre aux femmes d'accéder aux fonctions électives. Donc la proportionnelle permet la féminisation dans notre Assemblée. Ensuite, sur les délégués des conseils municipaux, nous proposons qu'il y ait une plus grande représentation des populations, et donc un système de strates qui fait que les communes seraient mieux représentées en fonction de leur population. Et la troisième proposition, elle consiste à représenter également les régions et les départements. Donc nous proposons qu'il y ait 3 collèges. Un collège des communes, il faut qu'il soit le plus important, 70%. Un collège des départements, un collège des régions. On est géré aujourd'hui au Sénat comme il y a 50 ans, au moment de la Constitution de 58. On s'est même pas aperçu qu'entre-temps étaient passées des lois de décentralisation qui avaient fait émerger des régions et des départements. Alors Nicole Borvo, avec ces propositions, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que les communistes sont assurés dans ce contexte-là d'avoir autant d'élus qu'ils en ont aujourd'hui, autant de sénateurs? Oui, écoutez, moi, la proposition de Jean-Pierre Bel, enfin du groupe socialiste, n'est pas celle que je préfère, pour dire la vérité, mais bien évidemment, si l'occasion nous en est donnée, parce que ce n'est pas sûr, je la voterai. Je la voterai parce qu'elle constitue un progrès dans la représentativité du corps électoral par rapport à la population. Parce que il y a une discussion entre la droite et la gauche, je crois on peut le dire, qui est assez surréaliste, peut-on dire. C'est la droite dit le Sénat représente les collectivités. Et nous, on répond, elle représente les collectivités en fonction de la population de ces collectivités. Parce que qu'est-ce qu'une collectivité en dehors de la population? Étant donné que nous ne sommes pas un pays fédéral où le Sénat, par exemple, américain, représente les États américains avec 2 sénateurs par État. On n'est pas du tout dans ce schéma. Nous sommes un pays décentralisé, certes, mais pas fédéral du tout. Et donc, les collectivités, il y a des petites collectivités, il y en a des plus grandes. Ce qui compte, c'est d'harmoniser tout ça. Ce qui compte, c'est les populations qui y vivent. D'accord. Donc, mais il faut bien la question. Est-ce que ce système... Oui, alors moi, ce que je préférerais, vous êtes favorable ou pas, ce que je préférerais, moi, c'est la proposition de loi que nous avions d'ailleurs en commun à une époque, c'était d'avoir une représentation sur la base des communes, mais surtout sur la base des populations, avec un délégué pour 300 habitants, sans surreprésenter les régions et les départements. C'est vrai que les régions et les départements, ça pousse quand même au bipartisme, compte tenu du mode d'élection, de la surreprésentation déjà des partis dominants dans les régions et dans les départements. Maintenant, il n'empêche que cette proposition permet d'élargir le corps électoral. C'est une première étape, mais vous n'avez toujours pas répondu. Est-ce que ça vous est favorable? Est-ce que vous prenez pas un risque si on entrait dans ce système-là? Je ne crois pas qu'on prenne un risque à la proportionnelle de toute façon, parce que après le problème c'est où la gauche, est-ce qu'elle est unie, est-ce qu'elle n'est pas unie, est-ce qu'on peut faire des accords avec les socialistes en particulier? Écoutez, on va donner la parole à Jean-Pierre Bel. Ce qui doit l'emporter, c'est quand même un scrutin qui soit conforme à la réalité du pays, qu'il soit direct ou indirect. Tout le reste n'est que fioriture. On peut pas justifier qu'il y ait une inadéquation totale entre le pays et une assemblée en démocratie, c'est pas possible. Michel Mercier. Oui, moi, je voudrais faire quelques brèves remarques. Première remarque, en arrivant dans cette salle, on passe devant un beau panneau où il y a les présidents du Sénat depuis 1875 jusqu'à aujourd'hui. 70% des présidents du Sénat sont des présidents de gauche. Ça veut donc pas, on peut donc pas dire... On l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble. On peut donc pas dire que le Sénat soit forcément à droite. Chercher ses arguments très loin. Fallait trouver celui-là. Dans la pièce d'à côté, sur le mur. Donc, pratiquement, de 1890 à 1965, il n'y a eu que des présidents de gauche au Sénat. Oui, mais comme vous disiez, le pays change, la gauche aussi a changé un petit peu. Ah, mais que la gauche change, et il y a beaucoup d'efforts à faire pour changer encore, j'en suis persuadé, et je vous remercie de le rappeler. Deuxièmement, moi je suis d'accord pour tenir compte des évolutions de la société et faire en sorte qu'on tienne plus compte de la population
qu'on en tient compte aujourd'hui pour déterminer le corps électoral sénatorial. J'observe pour mes deux collègues que c'est d'ailleurs une des dispositions importantes du projet de loi constitutionnelle qui va venir. L'article 24 dit « Le Sénat représente les collectivités locales tenant compte de la population ». Eh bien, je pense que mes deux collègues auront à cœur de voter ce projet de loi constitutionnelle pour mettre dans la Constitution une disposition qui permettra de revoir le corps électoral sénatorial. Aujourd'hui, il y aura forcément toujours, avec le scrutin indirect, des différences. Mais il faut trouver ensemble, moi je suis très favorable à ce qu'il y ait un groupe de travail multipartite où tous les groupes seraient représentés. Par exemple, les présidents de groupe, mais ils ont fait avancer les choses. Pas beaucoup. C'est déjà pas mal. Ils ont fait avancer les choses sans casser la maison. Et si on veut, en effet, que le Sénat demeure une chambre législative de plein exercice, il faut que les choses évoluent. Moi, je suis pour l'évolution, je suis pour qu'on revoie le corps électoral sénatorial en tenant compte de la population, en tenant compte aussi des minorités qui ont le droit d'être représentées. Les petites communes sont des minorités, elles ont le droit d'être représentées. La composition du corps électoral sénatorial est importante. Et je souhaite aussi, pour ma part, que ce soit d'abord des élus locaux qui élisent les sénateurs. Et qu'il y ait une majorité. Bien entendu. C'est une très grande finesse. Alors, le gouvernement et la droite ont trouvé effectivement une bonne parade en disant que les sénateurs devaient être élus majoritairement, essentiellement par des élus locaux. Oui, mais enfin, c'est le constituant qui décide, c'est pas le Conseil constitutionnel. Je vais parler également des sénateurs, l'élection des sénateurs qui représentent les Français de l'étranger. Aujourd'hui, comment ça se passe et qu'est-ce que vous voulez changer ? Mais ça, c'est un accord entre le Parti Socialiste et l'UMP. Vous êtes en direct avec Michel Mercier, je pense. Alors, on va essayer quand même de demander l'avis de Jean-Pierre Bel. On a bien compris que l'émission tournait autour de Michel Mercier, qui répond toujours avec beaucoup de finesse, parce qu'en fait, Michel Mercier a fait passer deux arguments, si vous me permettez d'y revenir. Il a expliqué qu'il souhaitait un Sénat qui tienne compte de la population. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire que ce qu'il souhaite sur le futur mode de scrutin, c'est qu'il soit exactement celui d'aujourd'hui. La commission Balladur avait émis le souhait qu'on puisse avancer et avait utilisé une autre expression qui était en fonction de la population. Aujourd'hui, naturellement, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a décidé qu'il ne pouvait pas y avoir de délégués supplémentaires pour les grandes villes, a tenu compte de la population, puisque, en fonction du nombre de conseillers municipaux, il y a un certain nombre de délégués. Donc, Michel Mercier, il est pour le statu quo. Pas du tout. Tout simplement. C'est faux. Tout simplement. Mais il a le droit, ensuite, il a fait allusion à l'article 24 de la Constitution, qui va vraisemblablement, d'après les informations qui sont les nôtres, être modifié dans le sens de ce que demande Michel Mercier, c'est-à-dire l'aggravation de la situation d'aujourd'hui. Puisque ce qui va nous être imposé, c'est que les délégués sénatoriaux devront être pris, alors essentiellement ou très largement, parmi les conseillers municipaux, ce qui interdira, une fois encore, d'augmenter la liste des délégués sénatoriaux pour les grandes villes. En fait, Michel Mercier, il ne veut pas de changement par rapport au mode de scrutin sénatorial. J'ai mis du temps à le comprendre. Il faut quand même être très concentré pour suivre. Il faut être concentré, mais ceux qui auront entendu Michel Mercier auront senti la subtilité, la finesse de son analyse et auront bien compris. On revient sur les Français de l'étranger. Pour que tout le monde comprenne que ce que vient de dire M. Ball est totalement faux. C'est le contraire. Compris que vous n'étiez pas d'accord, ça c'est sûr. Alors le problème, c'est qu'on est un peu d'accord. Je croyais qu'on était d'accord. C'est l'une des vertus du centre. Tout à fait. Moi, je suis pour qu'il y ait une modification, je l'ai dit 3 fois, qu'il y ait une modification du corps électoral sénatorial. Je pense que les villes doivent être mieux représentées qu'elles ne le sont aujourd'hui. D'accord. Donc, si on prend le cas actuel, que la gauche ait plus de sénateurs. De manière générale. Si on compte les dernières élections. Non, mais le problème ne se pose pas comme ça. Si la gauche a gagné les élections locales, il est bien normal que cela ait des conséquences au Sénat. Ça n'en aura pas. Mais si, ça en aura. Et M. Bell le sait parfaitement, ça en aura. Et il le sait parfaitement. Ou alors, il faut qu'il nous dise ici qu'il fera tout pour ne pas augmenter le nombre d'élus socialistes au Sénat. Est-ce que je peux poser une question à Michel Mercier ? Est-ce qu'il peut m'expliquer comment, dans ce pays, la gauche peut devenir un jour majoritaire au Sénat? En gagnant les élections locales. C'est pas ce que nous avons fait?
C'est pas ce que nous venons de faire. Il faut faire 80% on a gagné les régionales, on a gagné les cantonales, on a gagné les municipales. Alors comment fait-on? Eh bien, on va voir, puisque ce sont les premières élections sénatoriales qui auront lieu en 2008, après les victoires aux élections locales de la gauche. Eh bien, moi, je dis que cela aura des conséquences. Nous aurons 105 sénateurs ou 108 sénateurs, les communistes resteront à peu près à leur nombre, et la majorité restera largement majoritaire. Tu le sais très bien, Michel. Ah non, je crois pas. Bien, alors on revient sur les Français de l'étranger, parce que ça permet. Il y en a 12. Jean-Pierre Belsy. C'est vrai qu'il y aura un congrès du Parti Socialiste. Voilà, peut-être qu'il y aura deux groupes socialistes à ce moment-là. Il y a 12 sénateurs des Français de l'étranger. D'abord, un mot sur, puisque maintenant ils vont être représentés à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir répertorié un petit peu ce qui se passe ici? Je pense qu'il est normal que les Français de l'étranger, qui sont plusieurs millions, presque 3 millions, je crois, 4 millions, soient représentés. Et je crois qu'ils doivent être représentés d'une façon beaucoup plus significative en fonction de ce qu'ils représentent et non plus à partir d'un nombre de délégués extrêmement réduit. C'est pourquoi dans le projet de loi, proposition de loi, effectivement, nous évoquons le problème des Français de l'étranger, et c'est pourquoi le gouvernement, dans le projet de loi, imagine qu'il puisse y avoir des députés représentant les Français de l'étranger. D'accord. Michel Mercier, sur les Français d'étranger, vous voulez que ça bouge ou pas? Tous les candidats présidentiels ont proposé que les Français qui sont à l'étranger soient représentés par des députés. Donc c'est la mise en œuvre d'une promesse on peut s'interroger sur la nécessité qu'ils soient représentés par des sénateurs, puisque évidemment le gouvernement et la majorité nous disent que le Sénat représente les collectivités locales. Donc, c'était une bizarrerie, en quelque sorte, que les Français d'étrangers soient représentés au Sénat, puisqu'ils vont avoir des députés. Je crois que ça vaut la peine de s'interroger sur le pourquoi de leur représentation au Sénat. Alors, on va élargir un petit peu le débat, parce que bon, c'est un petit peu de la cuisine, un petit peu très précise, on va dire, sur le vote. Non, mais on a quand même pu expliquer sur la réforme des institutions, donc, qui a été décalée, qui sera examinée le 17 juin, je crois, c'est ici. Alors, le nouveau centre, tout d'abord, a voté pour à l'Assemblée, ici. Pas tous, d'ailleurs, je crois. Oui, mais enfin, de manière générale. Ici, est-ce qu'il y aura une consigne de vote? Est-ce qu'il va... D'abord, il n'y a jamais de consigne de vote. Bon. Chez nous, il n'y aura pas plus cette fois que les autres fois. Par contre, on a quelques amendements auxquels nous tenons. Lesquels, par exemple? Des amendements sur le pluralisme, des amendements sur le droit des groupes, et sur le pluralisme des groupes, et de tous les groupes, qu'ils soient minoritaires ou majoritaires. Et pour tous les groupes, des mêmes droits, pour le pluralisme dans la représentation politique du pays, et le rôle que peuvent jouer les partis politiques dans ce domaine-là. Voilà deux thèmes que nous défendrons pendant les débats, plus d'autres points. Alors, sur le vote, bon, on a vu que les socialistes et communistes avaient voté contre. J'imagine qu'ici, ça va être la même chose pour pour la première fois. Néanmoins, Dominique Paillet, donc porte-parole de l'UMP, a dit c'est une étape encourageante vers le Congrès. Est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger? Parce qu'on a cru comprendre, notamment au Parti socialiste, qu'il y avait des avis divers quant à l'attitude à adopter. Qu'est-ce qui va se passer au Congrès? Est-ce que ça va être rigide du point de vue des socialistes, ou il n'y aura pas de consigne de vote puisqu'il y a différentes tendances? Pour nous, cette réforme des institutions, elle doit correspondre à une avancée de la démocratie. Et vous avez raison, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de technique parlementaire, et c'était peut-être difficile à comprendre. Mais si nous voulons cette transformation en particulier du Sénat, c'est pour que la démocratie avance dans ce pays. Parce que c'est pas un problème de sénateur, c'est pas un problème de Sénat. Lorsque le peuple s'est exprimé par la volonté populaire, au suffrage universel direct, en désignant des députés à l'Assemblée nationale, est-il normal que le Sénat soit un élément d'obstruction par rapport à des réformes qui ont été voulues par le peuple à l'occasion de ces élections législatives? Aujourd'hui, si l'on suit certaines dispositions de la réforme constitutionnelle, on va aggraver cette situation. Et ça peut être un piège pour l'opposition, plutôt qu'une avancée. Parce que, en renforçant les pouvoirs de la majorité sénatoriale, on accentue les possibilités d'obstruction du Sénat par rapport à un éventuel gouvernement de gauche qui pourrait venir demain. Certes, comprenez que c'est très important. Oui, non, mais on avait compris. Néanmoins, il y a quand même des avancées qui renforcent le rôle du Parlement sur l'ordre du jour en particulier. Minime. Non. Nicole Borloo, c'est à vous. Non, mais vous savez, en fait, cette réforme institutionnelle, elle a été prévue pour faire quoi?
pour, au fond, inscrire pratiquement dans les textes que c'était le président de la République qui était le chef de l'exécutif, donc pour amoindrir le rôle du Premier ministre, et pour renforcer le fait majoritaire, pour donner des pouvoirs supplémentaires à la majorité. Bon, et elle a été enrobée d'un petit papier cadeau, en quelque sorte, pour dire, mais ça, quand même, ça donne plus de pouvoir au Parlement. Moi, je mets au défi quiconque de montrer en quoi le Parlement aura plus de pouvoir. Le Parlement n'aura pas plus de pouvoir. La majorité... Michel Mercier n'est déjà pas d'accord avec vous. Oui, je m'en doute, mais ça fait rien. La majorité... Alors ça peut peut-être un jour être une autre majorité, bien évidemment. Mais le parti majoritaire de la majorité aura plus de pouvoir, ça c'est sûr, et il encadrera davantage le fonctionnement du Parlement. Michel Mercier, sur l'ordre du jour. Non, je crois qu'il y a des avancées vraies sur la limitation du pouvoir de nomination du président de la République, sur les droits du Parlement, sur le fait qu'on discutera sur les textes des commissions ou autres. Mais ça veut dire aussi qu'il doit y avoir un vrai changement culturel pour les parlementaires et qu'ils devront se comporter autrement qu'ils le font, habitués qu'ils sont à suivre les consignes des partis, vous voulez dire? Non, pas forcément suivre la consigne des partis, mais la Constitution de 58, c'est un président fort, un exécutif et un Parlement qui contrôle, sauf que la conjonction de l'élection au suffrage direct du président de la République et du fait majoritaire a considérablement changé les choses. C'est peut-être bien là une occasion d'arrêter l'évolution des institutions vers un système, moi je trouve pas équilibré, et je souhaite qu'on profite de cette occasion pour équilibrer les pouvoirs. Alors, tout n'est pas fait avec cette chose-là. Moi je souhaite, et je ne l'ai jamais caché, aussi des modifications des lois électorales, et notamment l'introduction d'une dose de proportionnel. C'est pas de nature constitutionnelle, on l'obtiendra pas à ce moment-là, mais il restera des choses à construire si on veut un système véritablement ouvert et démocratique. Mais en l'état, ce texte, est-ce que vous allez avoir une attitude positive au Congrès vis-à-vis de ce texte? Écoutez, on va peut-être d'abord faire la discussion au Sénat. On a quelques amendements auxquels on tient beaucoup, et c'est vrai que c'est pour la première fois, pour la seconde fois, la Constitution de 58 est celle qui a été la plus réformée de toutes nos constitutions. Il y a eu beaucoup de réformes qui sont allées dans le sens de l'accroissement des pouvoirs de l'exécutif et du président. Il y a eu une réforme qui a augmenté le pouvoir des parlementaires, c'est celle de Giscard qui a permis à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel. Ce projet va dans le même sens. Je reconnais que Mme Borvo a raison sur un point. Donc vous êtes d'accord avec Dominique Payet, c'est une avancée. Mme Borvo a raison sur un point, c'est que ça ne doit pas être plus de pouvoir au groupe majoritaire. Ça doit être plus de pouvoir pour tous les groupes. Et ce sera à nous au Sénat de le faire entrer dans les termes. Est-ce que vous êtes toujours arc-bouté contre la venue du président de la République devant le Parlement? Écoutez, on parle de ce projet, vous citez cette disposition, mais il faudrait aussi parler de ce qui n'existe pas dans ce projet. Parce qu'au moment où on réforme la Constitution, on n'a pas le droit de laisser de côté un certain nombre d'exigences qui sont aujourd'hui des exigences démocratiques. Par exemple, le droit de vote des étrangers aux élections locales, les problèmes du cumul de mandats, la non prise en compte du temps de parole du président de la République avec le président de la République que nous connaissons. Donc nous ne sommes pas arc-boutés, au contraire, nous étions très ouverts, nous avons été disponibles dans les discussions. Mais bilan, parce que je vous ai posé la question tout à l'heure, l'attitude des socialistes de manière générale au Congrès, ce sera selon les tendances de chacun, les perceptions de chacun? Non, il faut laisser de côté ces histoires de tendances. Oui, mais elles se sont quand même absolument pas. Regardez le vote à l'Assemblée, les députés socialistes... Vous avez toujours dit que vous voteriez contre le premier vote. Non, on n'a jamais dit ça. Regardez à l'Assemblée, tous les socialistes ont voté contre. Pourquoi? Parce que toutes les réponses qui nous sont faites sont des réponses négatives. Sur nos aspirations à plus de démocratie, parce que c'est ça que nous voulons, tout est négatif. Sur cette porte d'entrée que constitue le Sénat, parce que quand Michel Mercier dit « Ah, c'est un grand progrès, on va discuter des textes à partir des textes issus des commissions ». Vous vous rendez compte pour le gouvernement Jospin, ce que ça aurait donné avec un Sénat de droite qui était là pour faire de l'obstruction, que de discuter des textes de la droite sénatoriale. Au tout début de la discussion et de la présentation des premiers projets, vous avez dit il manque des choses. En l'état, on ne votera pas ce texte. Est-ce que quelques semaines et quelques mois après, vous estimez que vous
vous avez avancé qu'il est, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout et s'il manque des choses, vous venez de le repréciser, est-ce que vous estimez qu'il est votable pour les socialistes? Non, j'estime qu'en l'état, il est absolument pas. Le compte n'y est pas. C'est un marché de dupes, et même je dis, et je répète, que ça peut être un piège grave pour la gauche et pour la démocratie que de voter cette réforme. Michel Mercier. Non, je crois que ce texte, c'est pas une révolution. Il ne faut pas non plus lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Je crois que c'est une évolution. Ça s'appelle réforme des institutions. Oui, mais c'est pas tous les jours. C'est une évolution importante et qui peut redonner au Parlement plus de pouvoir. C'est une République plus parlementaire qui sortira, si ce texte est voté, de la nouvelle Constitution. Alors tout n'est pas fini. On commence simplement la discussion au Sénat et il faut laisser la discussion se faire. Nous, on a une semaine complète pour voir ce texte, donc beaucoup de temps. Moi, je souhaite que les uns et les autres puissent s'exprimer, qu'il y ait des avancées qui soient faites sur un certain nombre de points. On ne peut pas venir discuter pendant une semaine d'un projet aussi important, fermer toutes les portes. Moi, je suis relativement ouvert, je vais écouter, on va travailler, et on ne peut pas non plus réformer les institutions sans essayer d'élargir le nombre de ceux et de celles et qui vont voter cette réforme des institutions. L'institution, ça concerne tout le monde. Alors, ça ne peut pas avoir un aspect partisan dans cette affaire-là. Pour terminer, si ce texte, parce qu'il faut les 3/5 au Congrès, donc c'est pour ça qu'il y a cette incertitude en particulier, si ce texte était rejeté pour une raison ou pour une autre, est-ce que vous ne craignez pas que ça repousse encore au calendes la réforme des institutions dont vous êtes tous persuadés qu'elle est quand même utile, qu'elle est indispensable? Est-ce que ce n'est pas, on pourrait pas considérer ça comme une étape pour faire mieux peut-être la prochaine fois, mais au moins une étape? Il y a déjà une raison qui, pour moi, était absolument essentielle, c'est que si on fait une réforme d'institution, c'est pour qu'elle apporte quelque chose de plus démocratique, enfin, du plus dans le rapport entre les institutions et le peuple. Ce n'est pas le cas. Donc pour moi, je dis nettement, je ne vois pas comment, à gauche, on pourrait accepter cette réforme de la Constitution. Alors après, est-ce qu'il y a besoin d'une réforme de la Constitution? Oui. Parce que je trouve que le divorce entre le peuple et ses représentants est quand même préoccupant. Oui. Donc, le problème est de savoir si cette étape c'est mieux ou c'est moins bien que ce qui existe. Moi, je souhaite que la gauche, elle travaille à une réforme des institutions et peut-être qu'un jour. Alors je pose à Jean-Pierre Bel la même question. Est-ce que les socialistes, peuvent prendre la responsabilité de bloquer cette réforme des institutions pour rester en l'état actuel? Parce que ce que je disais, c'est qu'effectivement, ça risquait de repousser dans longtemps peut-être une autre réforme des institutions. Ce que nous avons toujours dit, c'est que nous regarderions l'économie générale de ce projet et voir si, bon an mal an, ça allait dans le bon sens ou si au contraire, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, nous avons dit qu'il y avait une porte d'entrée dans cette discussion, c'est de prendre en compte cette anomalie, cet anachronisme constitué par un Sénat qui sera toujours le même, où l'alternance n'est pas possible et qui va bloquer toute avancée démocratique possible. Pour le reste, il y a des dispositions qui vont dans le bon sens et il y en a certaines qui vont dans le mauvais sens. Nous ne voulons pas une réforme pour la réforme. Bien sûr que nous sommes pour la réforme, mais pour de bonnes réformes. Pour des réformes qui fassent avancer la démocratie. En l'état, ce que l'on nous propose, c'est de nous mettre un petit peu le couteau sous la gorge, accepter les seules dispositions que vous propose le gouvernement, accepter-les toutes ou rien. Écoutez, l'opposition, à un moment, il faut qu'elle joue son rôle. Elle va essayer d'avancer, de faire progresser. S'il y a des évolutions, nous verrons. Mais si ça reste à l'état, vous avez bien compris quelle sera la réponse. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'être venus pour nous expliquer. C'était pas facile parce qu'il fallait être un petit peu technique. Mais en même temps, on a quand même bien compris les positions des uns et des autres, sauf de l'UMP, puisque l'UMP n'était pas là ce soir, mais on a expliqué pourquoi. Merci beaucoup en tout cas. On va passer maintenant à l'un des faits qui vous a marqué ces dernières heures, ces derniers jours, c'est ce mariage annulé pour cause de non-virginité. On en parle avec Sabine Cordès. Et oui, cet après-midi encore à l'Assemblée nationale, la polémique était à son comble sur l'affaire du mariage annulé pour non-virginité par le tribunal de Lille. Ce soir, on apprenait l'appel du jugement par le procureur de la République. Retour tout de suite sur une polémique qui ne semble pas prête de s'éteindre. Notre consultante, l'avocate Sabine Cordès, apporte ses éclairages sur le droit et le mariage.
Voilà, bonsoir Sabine. Bonsoir, alors le tribunal, comme l'a dit Pierre-Henri, le tribunal de grande instance de Lille avait annulé ce mariage parce que la mariée avait menti sur sa virginité. Alors on a du mal un petit peu à comprendre parce qu'on sent qu'il y a un flou quand même dans la loi en particulier. On va essayer de parler concret. Quelles sont les causes réelles d'annulation de mariage? Quand est-ce qu'on peut vraiment annuler un mariage? On peut annuler un mariage lorsqu'il y a un vice du consentement, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un mariage forcé, et c'est la plupart des cas d'annulation de mariage. Lorsqu'il s'agit d'un mariage blanc, c'est-à-dire qu'il y a eu tromperie dans un but, par exemple, d'obtenir des papiers, ce qui peut arriver, les naturalisations, etc. Et le cas qui nous intéresse est prévu par l'article 180 du Code civil, puisque c'est extrêmement encadré, et c'est lorsqu'il y a une erreur sur la qualité essentielle de l'époux ou de l'épouse. Dans ces cas-là, l'un ou l'autre, celui qui s'est senti floué sur la qualité essentielle de son époux a la possibilité de demander l'annulation du mariage. La virginité en est un? Alors, tout le problème qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement de savoir est-ce que la virginité est ou non une qualité essentielle qui est nécessaire pour prononcer l'annulation du mariage. Oui, parce que qui décrète ça? Alors, qui décrète ça? Justement, alors la jurisprudence. La jurisprudence, et c'est là où effectivement la décision du tribunal de grande instance de Lille du 1er avril 2008 est extrêmement dangereuse. Parce que il doit apprécier si oui ou non le mensonge de cette jeune femme, probablement par la pression culturelle et la pression religieuse ou familiale. Est-ce que ce mensonge est de nature à porter atteinte à l'essence même de la personne? Or, dans le texte, ou de l'union. Or, dans le texte de l'article 180 du Code civil, il n'y a absolument pas de cas similaires qui puissent être prévus. Alors, je vous donne quelques exemples de cas d'annulation de mariage. Un époux avait pu faire annuler son mariage. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu compte après s'être marié que sa femme en réalité était une prostituée. Effectivement, là, il y a une erreur sur une qualité essentielle de la personne qui est une qualité morale. Une épouse avait pu faire annuler un mariage parce que elle a appris que son mari était un multirécidiviste, multicondamné de droit commun. Effectivement, elle ne le savait pas avant. Il avait fait de la prison, elle ne le savait pas avant. Mais lorsqu'il s'agit de problèmes d'ordre sexuel, nous n'avons pas d'exemple dans la jurisprudence, et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la morale et l'ordre religieux et la pression familiale doit influer sur les principes républicains du mariage? Voilà, et le problème c'est que ça se défend quand même un petit peu. Je vais juste vous poser une question. Quelqu'un qui apprend que sa femme, ou une femme apprend que son époux est un drogué de longue date et ne s'en est pas rendu compte, est-ce que c'est une cause pour demander le divorce? Alors, ça peut être effectivement une cause pour demander le divorce. Mais enfin, on peut se poser... Alors, un alcoolique, je pense pas. Mais on peut se poser quand même la question. On peut se poser la question parce que... Ça peut être essentiel. Ça peut être essentiel. Et puis, ce jugement qui considère que l'absence de virginité, le mensonge sur sa propre virginité à son époux est une cause d'annulation, est une porte ouverte à toutes les dérives, à mon sens. C'est une porte ouverte à toutes les dérives et surtout à des pressions sociales qui pourraient influer sur des principes qui sont des principes républicains et laïques. Or, aujourd'hui, on doit réaffirmer le principe de la laïcité du mariage républicain et démocratique. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un amalgame justement sur le rôle de l'État, ce qui est laïque, ce qui ne l'est pas, où ça s'arrête? Alors, c'est justement là où je voulais en venir. Merci de me poser la question. Merci de me poser la question, Pierre. Le rôle de l'État aujourd'hui, effectivement, c'est de préserver l'ordre public d'une part, mais également de préserver la laïcité et les principes démocratiques et républicains. Un mariage, c'est un mariage laïque en France et aucune mœurs d'ordre religieuse, familiale, traditionnelle ne doit influer sur la validité du mariage. Ça, c'est un principe qui est clair, net et précis. En revanche, aujourd'hui, qu'est-ce qui se pose comme question? En étant garant de cette laïcité, est-ce que l'on ne doit pas exclure purement et simplement de la loi et donc de l'article 180 du Code civil les mensonges d'ordre sexuel ou toutes les questions d'ordre sexuel qui toucheraient une épouse ou un époux? Parce que c'est beaucoup plus facile de vérifier la virginité d'une femme que de vérifier la virginité d'un homme. Donc déjà, c'est discriminatoire. Premier point. Deuxième point, est-ce que... Oui, ça, c'est un vrai argument, ça. C'est un vrai argument. L'autre point, c'est est-ce que la loi ne devrait pas tout simplement exclure au XXIe siècle le fait, et l'écrire clairement, le fait qu'une femme soit vierge ou non, ou toute connotation sexuelle doit être exclue, à partir du moment où elle est majeure.
à partir du moment où elle est majeure, elle a librement contracté mariage, est-ce qu'on ne doit pas tout simplement exclure du champ d'application de l'article 180 comme cause de nullité un problème d'ordre sexuel ou une virginité ou une non-virginité? D'accord. Donc pour terminer, ce que vous dites, c'est qu'il faut repréciser la législation. À mon sens, il faut repréciser la législation. Le parquet a fait appel parce que le parquet est parti au procès, évidemment, en matière d'annulation de mariage. Il a fait appel à la demande de Madame Dati qui a changé de position. On l'a vu après avoir pensé que cette décision protégeait les intérêts de l'épouse peut-être et de l'époux qui avait voulu rompre le mariage. Finalement, effectivement, elle a demandé au parquet de faire appel, ce qui pose aussi une question, c'est de l'indépendance des pouvoirs. On rappelle quand même l'équilibre des pouvoirs de la Constitution de 1958. Mais bon, c'est de l'État. L'indépendance et la séparation des pouvoirs, exactement. Donc aujourd'hui, deux solutions. Le parquet a interjeté appel. Soit le parquet confirme le jugement. Dans ces cas-là, M. Fillon a dit que nous irons même jusqu'en cassation, que l'État français... Ce qui a un haut degré de juridiction. Il irait jusque devant. Il ferait même un pourvoi devant la Cour de cassation pour essayer de faire annuler l'arrêt de la Cour d'appel. Soit l'arrêt, effectivement, annule le jugement. Et dans ces cas-là, les époux vont se retrouver dans la situation d'époux mariés. Et là, ils ont une possibilité qui s'offre à eux, qui est très simple, c'est de divorcer. C'est de divorcer, purement et simplement. La question qui se pose aujourd'hui, à mon sens, c'est que c'est un point ouvert et qu'il y a urgence de réformer effectivement cet article 180 du Code civil et d'y inclure des précisions. Très bien. Merci beaucoup Sabine. Merci Lien. On va enchaîner très rapidement avec le palmarès des villes les mieux protégées par les policiers. Trop de policiers ici, pas assez par là. Une efficacité de la police qui peut varier du simple au triple selon les villes. Le palmarès de l'efficacité de la police publié aujourd'hui par le Figaro est éloquent et peut surprendre. Ils sont deux sur le plateau de Bouge la France. Philippe Moronval du syndicat des commissaires de la police nationale et Jean-Marc Bailleul du syndicat des officiers de police. Voilà, bonsoir messieurs, je ressors mon petit palmarès, enfin c'est pas le mien, hein, c'est celui qu'a donné le Figaro pour un petit peu préciser. Bon, Amiens est premier, on parle des villes les plus comment, les plus sûres, les plus protégées, les plus efficaces en matière de protection, et que Boulogne-sur-Mer est dernier. L'autre donnée qu'on peut, parce qu'on va en parler plus précisément, et d'ailleurs c'est le cœur du débat, c'est de voir qu'à Lyon, avec je crois un tiers de policiers en moins, eh bien on a 2 fois plus de résultats sur les affaires. Est-ce que d'abord ce palmarès est fiable, Philippe Moronval? Alors, entendons-nous, le syndicat des commissaires de la police nationale constitue une force de proposition et d'analyse et s'attache en permanence à suivre la situation de la police nationale, mais aussi son évolution et son adaptation. La question fondamentale est de savoir si l'administré, le citoyen, peut avoir connaissance de la qualité de prestations de sécurité offertes par le service public de la police nationale. À cette question fondamentale, nous répondons oui. Parce que c'est une question de fond, une question qui appelle une méthode, qui appelle des critères objectifs, qui correspondent véritablement à l'activité quotidienne des services. L'article du Figaro, que vous évoquez, et qui pose un problème de fond, qui est celui justement des résultats, de ce taux d'élucidation, n'appelle pas une méthodologie ou n'applique pas une méthodologie réelle évoquant la nature et la plénitude des missions. On parle d'investigation. Sachons que la police nationale, la part d'investigation est une part essentielle, mais la sécurité publique, la direction centrale de la sécurité publique et ses structures, en permanence, interviennent sur le terrain et pas seulement en investigation. Alors je pose la même question à Jean-Marc Bailleul. Ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'on puisse comparer Neuilly avec Mantes-la-Jolie. On se doute que c'est pas du tout le même contexte. C'est bien la problématique. Si on prend Amiens, pourquoi Amiens se retrouve première? Oui, avec finalement assez peu d'effectifs, 280. Poitiers deuxième, je crois que c'est le plus petit effectif, 177 policiers. Oui, mais voilà, rien du tout. Le problème c'est que cette donnée statistique n'est pas complète. S'il y a un élément qu'il faudrait prendre en compte, c'est combien il y a de faits constatés réellement par circonscription. Parce que c'est ça qui est important. Effectivement, à Mende, qui se trouve dernier, on n'arrivera jamais demain à faire élucider 50 faits aux policiers de Mende parce qu'il n'y a pas la délinquance et heureusement pour la population et la prestation de résultats qu'elle est en droit d'attendre de nous. Amiens, il y a des résultats parce que l'ensemble du dispositif de la chaîne hiérarchique a mis en place un système basant tout sur l'investigation pour faire de l'interpellation et des écrous.
pour mettre fin à des bandes de délinquants qui ont été écrouées, suivies par la justice. Donc forcément, les chiffres ont baissé. Quelles sont les conséquences aujourd'hui? Les chiffres sont de 2007. Aujourd'hui, en 2008, les chiffres sont durs à tenir. C'est quand vous avez été très bon une année, il est très difficile d'atteindre les mêmes déjà l'année suivante, en principe. Eh ben forcément. Donc Amiens ne sera pas première l'année prochaine, c'est inéluctable. Néanmoins, il y a quand même des choses qui sont à la fois. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Je vous parlais de la géographie des lieux. On peut pas comparer Neuilly avec des cités où c'est vrai qu'il y a souvent de la délinquance. L'autre paramètre qui quand même corrobore un petit peu ce classement, c'est que si on compare Amiens avec un effectif de 280 qui est premier et Boulogne-sur-Mer 60e avec un effectif de 234, bon c'est à peu près comparable et en même temps ce sont deux extrêmes. Comment vous l'expliquez ça? Alors reparlons des critères. Vous les effectifs. Pas ce que j'ai dit. Non, si, tout à fait. Mais les effectifs comprennent les effectifs titulaires et les ADS. Les pouvoirs de ces personnels ne sont pas les mêmes. Donc l'activité n'est pas n'est pas la même. Donc on ne peut pas de manière objective, établir un comparatif. Policier, il y a stratégie et stratégie. Tout à fait. Ouais. Alors maintenant, le classement des villes ou la comparaison par cet article des problèmes de sécurité, quand vous dites qu'on ne compare pas Neuilly à d'autres secteurs, oui, parce que Neuilly est quand même une place sensible, proximité de Paris, une population à un niveau de vie élevé, où une délinquance connue quotidienne appelle une réponse policière particulière. Je crois que chaque circonscription de sécurité publique a des spécificités. Ouais. Elles sont toujours... Dans ce cas-là, sur quels critères il faut faire? Parce que vous avez l'air de me dire que ce classement, finalement, c'est un classement avec certains paramètres, mais qui sont difficiles à manier, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à faire un classement? Est-ce qu'il faut faire un classement? Est-ce qu'on peut comparer les villes? Oui, alors l'Observatoire de la délinquance a essayé de mettre en place des paramètres beaucoup plus vastes, justement pour affiner la recherche, notamment ce qui n'apparaît pas dans ce classement, c'est qu'il y a des charges très lourdes d'une ville à une autre. Quand vous avez un palais de justice ou une cour d'appel avec des déferments, des sorties de maisons d'arrêt à assurer, quand vous avez un nombre d'étrangers important, par exemple Boulogne-sur-Mer, on sait très bien que c'est un endroit où beaucoup d'étrangers en instance qui souhaitent aller en Grande-Bretagne se trouvent, forcément que ça mobilise beaucoup plus les policiers que une ville comme Amiens. Donc forcément, si on ne met pas tous les paramètres qui sont l'occupation de la voie publique, par exemple à Amiens, je reviens dessus, ils ont fait le choix de mettre moins de policiers en tenue visible. Oui. Mais plus sur l'investigation, donc plus la répression. D'autres villes qui ont une délinquance de passage, si on prend Deauville, qui apparaît en tête dans le classement des petites circonscriptions, ils font un choix de mettre des policiers plus visibles pour essayer de dissuader les délinquants, les voleurs à la tire, etc. Il y a quand même des choses que j'ai du mal à expliquer. Il y a les mêmes effectifs, le même nombre à peu près à Neuilly et à Gonesse et aux Mureaux. Évidemment, deux contextes ou trois contextes complètement différents, puisque à Gonesse et aux Mureaux, il y a le double de faits à traiter. Alors, est-ce que ça m'amène une deuxième question? Comment s'effectue la répartition en France des policiers, des effectifs? Est-ce qu'elle est bien faite? Elle engage l'administration. Elle prend naturellement en compte les charges inhérentes à chaque circonscription. Vous avez évoqué les caractères balnéaires ou des sites particuliers qui appellent une présence policière particulière. En termes d'activité, là encore, la part de l'investigation peut être plus ou moins large dans certains services, dans certaines contrées, et la part accordée à la circulation routière aussi. N'oublions pas que la police a différentes activités, il y a différents métiers. L'article du Figaro prend la part investigation, qui est elle-même variable au sein des services. En revanche, tous les services de police interviennent sur les accidents de la circulation routière, ont une activité préventive en matière de circulation routière et aussi couvrent des manifestations. Prenez l'exemple des compagnies républicaines de sécurité aussi, qui ont une mission particulière. L'élucidation n'est pas leur souci quotidien. Et pourtant, ils ont un rôle essentiel dans la fidélisation des quartiers difficiles. Est-ce que le nombre fait l'efficacité ? Puisque les statistiques nous montrent qu'il y a moins de policiers aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Bon, les 35 heures sont passées par là. J'imagine que c'est pas le seul facteur, mais c'en était en tout cas. Est-ce qu'il faut être beaucoup pour être efficace, ou est-ce qu'on gagne de l'efficacité en étant moins? Je sais pas. Non, il y a une question d'organisation et d'adaptation. La délinquance, elle n'est pas figée avec des groupes qui font toujours les mêmes faits, qui passent simplement, qui restent dans la même ville. Donc il faut s'adapter. Maintenant, s'il faut une base minimum d'effectifs, et effectivement, on peut se poser la question. Vous l'avez posée, donc j'ai dit bon, il faut pas se voiler la face. Il y a des effectifs aujourd'hui qui sont l'héritage d'interventions politiques.
puisque en fonction de la personnalité du maire ou du député, voire du sénateur, oui, ça existe partout, et ça existait de tout temps avec la droite ou la gauche. Donc forcément, non mais justement, donc forcément, il y a des déséquilibres qui sont pendant plusieurs années, parce que les effectifs sont arrivés, et quand ils sont arrivés en province, au bord du littoral, ils n'ont pas envie de repartir en région parisienne. Donc il faut mettre en place des systèmes qui fidélisent les policiers dans les endroits où on en a besoin le plus, pour que la répartition dans le temps se lisse, et qu'on arrive vraiment à avoir les effectifs où on en a plus besoin. Ouais. Le 93 par exemple, qu'est-ce qu'on a fait pour trouver des effectifs dans le 93 l'année dernière? On a mis plusieurs centaines de sorties d'école, c'est-à-dire des policiers inexpérimentés. C'est pas la bonne tactique. Ouais. Alors je voudrais comparer des choses comparables. On va comparer Marseille et Lyon. On va dire que c'est à peu près comparable. Il y a un quart d'agents de plus à Marseille qu'à Lyon. Et à Lyon, on résout 2 fois plus d'affaires. Pourquoi? C'est parce qu'à Marseille, ils sont pas bons ou ils sont exceptionnels à Lyon? Ils sont toujours bons à Marseille. La question n'est pas là. Je crois que... Bah, oui, quand on regarde les chiffres, elle se pose un peu la question. Les chiffres, d'accord. Ouais. Mais la différence d'effectifs, à mon avis, la situation que vous décrivez présente l'intérêt de dire qu'il n'y a pas de relation entre le nombre, c'est-à-dire la qualité et la quantité de fonctionnaires, avec les résultats obtenus. Non, il y a d'autres leviers. Vous êtes d'accord que ce sont 2 villes comparables pour une fois autant? Ce sont 2 villes comparables sur l'angle de la population, avec des charges différentes, avec une délinquance. On ne peut pas comparer la délinquance de Marseille, ville à côté de la frontière italienne, avec Lyon, qui est au milieu de France. On peut pas. Je veux dire, chaque secteur... Lyon n'est pas loin de la frontière italienne non plus. Hein. Très bien, mais bon, il y a d'autres servitudes à Marseille qu'à Lyon. Moi, ce que je crois, pour revenir à la question que vous aviez posée, existe-t-il des moyens de voir, d'analyser la prestation de sécurité offerte? Parlons des infractions révélées par l'activité des services, ce qu'on appelle en jargon policier les IRAS. Ce sont, exemples, soyons simples, le trafic de stupéfiants, la consommation de stupéfiants. Il n'y a pas de fait dénoncé, il n'y a pas de plainte dénoncée, et pourtant, l'activité du service répond à une demande de la population, soucieuse d'avoir la tranquillité dans les immeubles, d'avoir la tranquillité sur la voie publique. Alors, les services de police... Je suis chef de circonscription à Draveil. J'ai la volonté, avec mes officiers, de démanteler les trafics de stupéfiants et la consommation de stupéfiants qui se développent. C'est une infraction qui apporte un taux d'élucidation à 100%. Je la constate moi-même. D'accord. Et là, on voit l'activité du service et donc là, la prestation rendue aux administrés. Très bien, merci beaucoup à tous les deux pour nous avoir commenté donc ce palmarès dont on a bien compris qu'il faut prendre avec certaines précautions. Merci bien, Sonia est dans le coin, elle va revenir avec nous pour parler des unes des journaux de demain. Et oui, c'est l'heure des manchettes, vos quotidiens de demain, où déjà l'on parle d'Amérique en ce moment même, vous le savez. C'est là-bas la dernière ligne droite d'un fameux duel Obama-Clinton. Nous en reparlerons dans le Bouge d'A France de demain, mercredi. La revue de presse, elle est donc signée Sonia Mabrouk. À la une de vos quotidiens demain, on commence par la Tribune qui titre sur la crise alimentaire avec le choc des remèdes entre des politiques d'intégration agricole ou de stabilisation, de lutte contre les subventions ou les barrières à l'entrée. Les remèdes sont multiples et pas toujours compatibles, souligne le journal. Et puis Libération met à sa une le plan très privé de Nicolas Sarkozy pour la télévision publique. Pendant que le service public s'inquiète pour son financement, le gouvernement multiplie les largesses, notamment à TF1 et M6, s'estime le quotidien. Libération qui revient aussi sur le coup de sang de la garde des Sceaux Rachida Dati à l'Assemblée nationale et ses conséquences. Et puis on va finir avec une glamour pour le Figaro. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Pierre. On va voir ça. Voilà, elle arrive. Barack Obama qui pose avec sa femme Michelle. Le candidat démocrate est fin prêt pour la bataille de la Maison-Blanche. Reste à savoir comment Hillary Clinton négociera sa sortie. Oui, 2 derniers votes cette nuit, bien sûr, avec un Barack Obama qui va être très proche d'avoir la majorité qu'il lui fallait pour être élu. Mais on peut penser, de toute façon, on en parlera demain, bien sûr, dans Bouge la France. Ce sera le gros débat de l'émission sur l'éventuel renoncement d'Hillary Clinton après la victoire d'Obama. Mais on n'est pas encore là, on ne connaît pas le résultat, c'est cette liste, ceux qui veulent regarder sur les chaînes américaines, c'est entre 2 et 3 heures du matin. Merci beaucoup, merci Sonia, on va remercier Philippe de Sony également qui réalisait cette émission et également Pierre-Henri Gergogne qui a préparé en régie tous les textes de lancement et Élise Burida, Oriane Manchini qui ont préparé également tous les débats. Merci beaucoup, on se retrouve demain. Au revoir Sonia. À demain.
souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD, rendez-vous sur www.publicsena.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Europe et nous, une édition consacrée à l'Europe de la culture. Nous sommes sur l'un des balcons du Grand Palais, symbole de la vie culturelle française avec ses expositions monumentales. En France et dans les autres États membres, que fait aujourd'hui l'Union européenne pour soutenir la culture? C'est l'une des questions que nous allons nous poser. En Europe, près de 6 millions de personnes travaillent dans le domaine culturel. C'est un secteur pris en compte à la fois tardivement et timidement par l'Union européenne qui s'est d'abord construite sur une base économique. En 1973, le Conseil européen a reconnu la culture comme l'un des éléments fondamentaux de l'identité européenne, mais le budget culture de l'Union ne représente aujourd'hui que quelques centimes d'euros par an et par habitant. Ce sujet, nous allons l'évoquer avec vous. Jacques Toubon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, député européen sous la bannière de l'UMP. Le secteur culturel, vous vous en êtes occupé activement lorsque vous étiez ministre de la Culture de 1993 à 1995. Aujourd'hui, que fait l'Union européenne dans le domaine de la culture ? L'Union européenne peut faire ce que l'on appelle des actions d'appui pour les politiques nationales qui restent compétentes pour la culture. Et c'est comme ça que l'Union européenne, par exemple, a lancé cette année même l'année du dialogue interculturel en Europe. Mais par ailleurs, la politique culturelle, c'est aussi prendre en compte l'exception culturelle et la diversité culturelle dans les autres politiques. Par exemple, quand on fait le marché intérieur ou la concurrence, qui est le principe même de l'Union européenne, on prévoit des dispositions particulières pour les services ou les biens culturels. Alors, l'une des actions les plus connues de l'Union dans le domaine culturel, ce sont les capitales européennes de la culture. Chaque année, 2 villes se partagent le titre. Pour 2008, ça se passe à Stavanger, en Norvège, et à Liverpool, en Grande-Bretagne, une ville en pleine renaissance, notamment grâce au domaine culturel. Tout de suite, l'Europe et nous vous emmène dans la capitale de la pop, Cap, sur la bordure ouest de l'Union européenne. Là, il essaie de trouver le centre de la scène pour le conducteur de la grue. Ils sont italiens, espagnols, argentins. Depuis janvier, des artistes des 4 coins du monde se retrouvent à Liverpool. Cette année, la ville est capitale européenne de la culture. Plus de 300 événements sont au programme. C'est vraiment une idée fabuleuse. Qu'il y ait comme ça, chaque année, une ville qui ait l'opportunité d'organiser tout un tas d'événements artistiques, de faire découvrir la ville d'une autre manière. Bien sûr, ce serait encore mieux si c'était plus souvent, s'il y avait plus de villes impliquées. Mais bon, c'est déjà bien. Depuis 1985, plus d'une vingtaine de villes ont accueilli l'événement. L'Union européenne fixe à l'avance l'ordre des pays qui choisissent eux-mêmes leur capitale. Bruxelles n'offre qu'une maigre enveloppe, 1,5 million d'euros. Dans le cas de Liverpool, c'est 1/100 du budget total. L'Europe décerne le titre de capitale de la culture, à la ville ensuite de préparer l'événement. C'est un projet colossal, c'est très difficile à mettre en place. Il n'y a pas de mode d'emploi, on n'arrive pas avec son petit livre Les capitales de la culture en 3 leçons. Il faut donc s'adapter à chaque ville et trouver le programme qui lui convient le mieux. Ça a été un travail vraiment difficile, mais aujourd'hui je crois que les habitants sont contents du résultat. Quand elle a été désignée en 2003, Liverpool était presque la première surprise. En Grande-Bretagne, 5 villes étaient en compétition et c'était loin d'être la favorite. Chômage, pauvreté. Derrière ces panneaux, Liverpool cache les stigmates de son déclin. La ville portuaire a vécu un âge d'or au XIXe siècle et subit de plein fouet la désindustrialisation. Liverpool était une ville qui n'avait plus confiance en elle. Dans les années 60-70, on comptait 800 000 habitants. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 450 000. Il fallait qu'on mette en place quelque chose qui fasse la différence. On a finalement décidé de miser sur le tourisme, les loisirs et le commerce. L'avenir de Liverpool passe par ces industries. Ce sont elles qui vont créer de nouvelles opportunités. Depuis la fin des années 90, 4 milliards d'euros ont été investis dans le centre-ville. Le taux de chômage a été divisé par 2, notamment grâce aux créations d'emplois dans le secteur culturel.
La renaissance de Liverpool a commencé avant sa nomination par Bruxelles, mais la préparation de l'événement a été un tremplin. Et pour la ville, 2008 est un symbole. La capitale de la culture, ce n'est pas seulement un programme artistique, aussi bon soit-il. Et celui de Liverpool est sans doute en ce moment le meilleur de toute l'Europe. C'est aussi un titre, une reconnaissance du fait que Liverpool est bel et bien de retour, qu'elle a tourné la page de ses difficultés économiques passées. En remettant la culture sur le devant de la scène, Liverpool a changé son image auprès des citoyens. Depuis janvier, la ville compte 25% de visiteurs en plus, de quoi redonner du baume au cœur à ses habitants. Je me sens, disons, plus désiré. Comme vous, il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent découvrir notre ville. Maintenant, tous ces gens savent ce qu'est vraiment Liverpool. Vive Liverpool! Je crois vraiment que Liverpool a regagné confiance en elle-même. Les habitants ont retrouvé une certaine fierté. Liverpool a toujours été une ville créative et dynamique. Sa nomination comme capitale de la culture prouve que le reste du monde l'a reconnue. Depuis 5 ans qu'elle se prépare, Liverpool est aujourd'hui à la hauteur du rendez-vous. Ce soir, c'est le coup d'envoi de Streets Ahead, premier festival en plein air de la saison. Pour les Liverpooliens, le spectacle ne fait que commencer. Jacques Toubon, même pour un événement de l'ampleur d'une capitale européenne de la culture, l'Union européenne ne finance presque rien. La culture est la mal aimée de l'Union européenne ? Non, mais c'est clair que depuis l'origine, les États membres ont considéré qu'il y avait un certain nombre de domaines qui appartenaient plus particulièrement, je dirais, à leur souveraineté nationale ou à leur culture nationale. Il y a des États qui, par exemple, comme la Grande-Bretagne, n'ont pas beaucoup de politique culturelle publique. Donc ils disent à l'Union européenne, ne vous en occupez pas parce que nous, de toute façon, on s'en occupe pas. Et puis il y a des États comme par exemple la France ou l'Allemagne qui ont de très fortes interventions publiques en matière culturelle, pour le cinéma, pour le théâtre, pour la musique, pour la littérature, et qui disent, nous faisons beaucoup, inutile que l'Union européenne s'en occupe. Et pour ces deux raisons, en quelque sorte, qui se conjuguent, en fait, l'action de l'Union européenne reste relativement superficielle pour le moment. Mais les acteurs culturels réclament aujourd'hui plus de politique culturelle. Quel est l'enjeu pour l'Union européenne de développer justement le secteur culturel ? C'est un enjeu philosophique. C'est qu'en réalité, les pays membres ont tous, et beaucoup d'entre eux, petits ou grands d'ailleurs, une grande culture, une grande histoire derrière eux. Et ils veulent d'abord défendre leur identité. Mais on sait aussi qu'il y a un patrimoine commun de l'Europe. Donc il faut à la fois mettre en œuvre des politiques qui soutiennent les identités nationales, c'est-à-dire la diversité culturelle, et en même temps des politiques qui, au plan général, donnent à la culture, aux services culturels, un statut particulier, un statut spécial à l'intérieur des politiques européennes. Et quel est le plus important pour l'Europe ? Est-ce que c'est de mettre en avant un patrimoine déjà existant ou est-ce que c'est de favoriser la création ? Les deux. D'une part, la préservation et la mise en valeur du patrimoine, et de l'autre, l'aide aux créateurs, la possibilité pour les créateurs d'échapper en quelque sorte aux lois du marché, aux lois économiques, pour pouvoir créer leurs œuvres et les diffuser. C'est tout le travail qu'on fait avec le droit d'auteur, avec la propriété intellectuelle, qui permet de rémunérer les créateurs et les producteurs et de le faire indépendamment d'un certain nombre de conditions de marché. Le marché qui conduirait à une sorte d'uniformité, alors que ce que nous voulons, c'est la diversité. C'est-à-dire que si vous êtes grand, si vous êtes une grande star internationale, ou si vous êtes un artiste créateur débutant, vous avez la possibilité de créer votre œuvre et de la voir diffusée. Dans 10 ans, dans 20 ans, à quoi est-ce que devrait ressembler la politique européenne de la culture selon vous ? Elle doit continuer d'abord à s'appuyer sur les identités nationales culturelles. Et d'ailleurs, c'est ce que veulent les pays, tous les nouveaux entrants par exemple. Il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas quitté le giron soviétique pour se retrouver uniformisés dans un giron européen, si vous voulez. C'est tout à fait clair. Ils veulent d'abord de la liberté et de la diversité. Donc je pense que ce sera d'abord ça. Et puis ensuite, je pense que nous mettrons en œuvre un certain nombre de programmes, et notamment de programmes
à destination de l'extérieur. Alors ça, naturellement, ça passe par des décisions politiques et c'est pour ça qu'un traité comme le traité de Lisbonne est tout à fait important parce que à travers le changement des institutions dans le traité de Lisbonne, on pourra prendre des décisions plus facilement sur un certain nombre de sujets très difficiles et très délicats comme la culture. Jacques Toubon, je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Si vous voulez en savoir plus sur ce que fait l'Union européenne dans le domaine culturel, rendez-vous sur le site de la Commission européenne. À très bientôt pour une nouvelle édition de l'Europe et nous. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD, rendez-vous sur www.publicsena.fr.